Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest mother on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 311e numéro du RMC Fighter Club. Le Fighter Club a désormais rejoint les événements numérotés de l'UFC en termes de numéros. Voilà, c'était pour l'anecdote. Un Fighter Club qui cette semaine remonte dans la cage pour parler d'UFC et de l'UFC justement et du grand choc du week-end. Riyad, Arabie Saoudite, notre Nassourdine Imavov national qui s'attaque au défi de la légende Israël Adesanya chez les moins de 84 kilos. Avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire du Fighter Club habituel, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point et de boxe anglaise. Sa série Baba Versus à retrouver sur YouTube et commentateur bien sûr pour RMC Sport, notamment des One Friday Fights, et on s'est bien régalé vendredi avec celui qu'on a vu. Monsieur Baba Diagne, comment ça va? Salut Alex, salut tout le monde. Ouais bah écoute, super gros week-end, le One en tout cas c'était génial. On l'a bien débriefé hier avec Sacha et Barbosa, Alexis Nicolas. Et là on a un week-end de fou. On rentre dans une belle fight week, une très très belle fight week dont on va vous parler avec ce choc, cet immense choc, Nassourdine Imavov contre Israël Adesanya. On a eu Cyril Gane contre Francis Ngannou et John Jones. On a eu Manon Fiorot face à Rose Namajunas et Benoît Saint-Denis face à Dustin Poirier. Bienvenue dans une nouvelle Fight Week pour un choc XXL pour le MMA français. Après 3 victoires sur des membres du top 10 en 2024, Nassourdine Imavov s'attaque à un immense morceau chez les moins de 84 kilos ce samedi en Arabie Saoudite avec Israël Adesanya, ancien champion de la KT et légende de l'UFC. Un choc qui propulsera le sniper dans la conversation pour le titre en cas de succès. Quel chemin de victoire pour Imavov? Peut-il passer cette énorme étape pour commencer à toucher du doigt son rêve de ceinture? Le RMC Fighter Club fait la preview de l'immense combat principal d'une carte où un autre Français, Fares Ziam, tentera de continuer sa montée vers le top 15 des moins de 70 kilos. Adesanya contre Imavov, c'est l'histoire d'un Français qui peut se faire un nom sur le dos d'une superstar de l'UFC. Se faire un nom est parfois plus difficile que de se faire un palmarès. There's already a few call-outs. The guy that just won in France, I forget his name, Imanov. Former middleweight champion Israel Adesanya will face top 5 ranked Nassourdine Imavov. Les top 5 de sa catégorie, et ni le président ni son adversaire ne connaissent véritablement son nom. C'est fou. Le moment est venu pour moi de créer mon propre histoire. Oh my goodness, it's Nassourdine Imavov. Le mec, il a grimpé les tueurs du top 10 pour aller chercher le mec qui a régné sur la division. Et au-delà d'être un fighter exceptionnel, c'est un entertainer exceptionnel. Adesanya devient l'une des plus grandes stars de l'UFC, juste derrière Conor McGregor. Il semblait presque invincible. Son croque-mitaine a prouvé le contraire et montré la voie à toute la catégorie. This was the definitive end to Israel Adesanya. Ce combat, c'est indéniablement un top 3 des plus gros combats de Français à l'UFC. Et c'est que c'est un tournant aussi pour sa carrière. Maître de son destin, Nassourdine Imavov affronte le maître du jeu. Aucun des deux n'a le droit à l'échec. Et merci à Kylian pour cette petite prod qui mixait notre bande-annonce. C'est bien sûr un extrait du film. On va commencer par ça, Baba. En plus, t'es en star dans ce film, en guest star, bien entendu. Et c'est normal, vu le sujet. Coup de maître, le film de Hamid Mohamed. Excellent film. RMC Sport que vous retrouvez sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat. C'est en ligne depuis quelques jours. Ça cartonne. Donc on est très content pour Hamid parce que ça mérite. Qui a été à Auckland, tourné auprès d'Adesanya, de sa famille. Il y a même le papa d'Adesanya. Donc c'est très cool. Tu le citais pendant mon intro. Il y a le Fighter Club Sunday aussi sur la chaîne YouTube RMC Sport Combat, votre nouveau rendez-vous tout en images du dimanche avec Sacha Alix que vous retrouvez. Il y avait notamment Kevin Jousset en invité, partenaire d'Adesanya, donc pour parler un peu de ce combat contre Imavov. C'est aussi en ligne sur notre chaîne YouTube. Vous avez la carte à venir avec Antoine Simon et Taylor Lapillus. Ce sera dans la semaine qui vous présentera les clés techniques de ce choc Imavov-Adesanya. Et pour finir l'instant auto-promo RMC, rendez-vous samedi. Vu les horaires et vu que c'est en Arabie Saoudite, la majorité de cette carte, vous la retrouverez sur Twitch, directement gratuit sur la chaîne RMC Sport de la plateforme Twitch. Et puis on basculera côté Pay TV autour de 20h30 et ensuite vous aurez l'Hexagone à Nantes. Gros samedi soir sur RMC Sport. Et en plus de tout ça, puisque tu le sais, Baba, RMC est la nouvelle maison du judo en France. Donc vous aurez le Grand Slam de Paris, un des grands rendez-vous français du judo annuel. Ce sera à suivre tout le week-end aussi sur RMC Sport. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce week-end, c'est gros. Beaucoup de choses, c'est clair. Mais bon, on va se concentrer, nous, Baba, bien sûr, sur Nassourdine Imavov contre Israël Adesanya.
On évacue ça tout de suite, on commence par le général comme d'habitude dans le Fighter Club, un des plus gros chocs du MMA français, largement dans le top 5, Baba, ce choc-là. Ah bien sûr, le top 5 et pas 5ème, je pense qu'il est en très bonne place. On est face à un combattant français qui affronte un des champions les plus dominants de l'histoire de ce sport, donc clairement on est tout en haut des gros chocs pour un Français. Pour l'instant, chez les hommes, puisque chez les femmes, Manon Fiorot l'a fait contre Osdama Jonas, mais personne chez les hommes n'a battu un ancien champion de l'UFC. On peut remonter même à Cheikh Congo contre Frank Mir, UFC 107. Il est battu par Frank Mir. Il a été battu par Velasquez aussi. Mais je crois que Velasquez n'était pas encore champion. Il n'était pas encore champion à l'époque. Il n'avait pas encore été champion. Mais aucun Français n'a battu un ancien champion. C'est le défi qui est face à Nassourdine Imavov, Baba. Et je voulais entamer cette émission par un débat qui est basé sur une de tes phrases dans le film Coup de maître d'Amin Mohamed, où tu dis « On a souvent échoué sur ces chocs ». Et c'est vrai, je viens de le dire, aucun n'a battu encore un ancien champion. On a 5 ans, grosso merdo, le MMA en France, de légalisation. Alors, il y a eu des combattants avant, on vous a assez raconté leurs histoires qui allaient galérer à l'étranger. Est-ce qu'on a encore le syndrome du petit, Baba? Tu vois ce que je veux dire? On est encore le petit nouveau dans ce MMA mondial, même si on progresse et qu'on a beaucoup de bons combattants. Mais est-ce que tu crois qu'il y a un peu ça? Et qu'il faut passer ce syndrome, et que la première qui va le faire va nous faire passer un cap aussi? Ouais, c'est ça, c'est important. Et factuellement, en tout cas, je sais pas, le syndrome, il existe. Mais bon, quand tu parles de syndrome, ça induit aussi quelque chose qu'on se fait à soi-même. Factuellement, en tout cas, Alex, il faut qu'on passe ce cap. Il nous faut cette victoire-là sur l'échiquier mondial, sur la plus grande scène internationale. Il nous faut une victoire. Il faut ce truc pour qu'on dise à nos chers amis américains et à tous les autres, non, on n'est pas des petits, on n'est ni des petits, ni des lâches, ni quoi que ce soit. On est très très bon. On a toujours été très bon en sport de combat. Mais voilà, il faut qu'on arrive à gagner une de ces finales. Il faut qu'on arrive à le faire et on va le faire, j'espère. Parce que même Manon, pour aller jusqu'au bout de la nuance, Manon bat Rose, mais qui n'est pas dans la catégorie où Rose a été championne. Donc, battre un ancien champion dans sa catégorie, on l'a jamais fait encore. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui a dominé vraiment dans sa catégorie, dans la catégorie où il est le plus à l'aise. Là, Manon, elle a battu un des plus grands noms de l'histoire de ce sport au niveau féminin et tout court. Donc c'est une superbe victoire. C'est vrai que Manon, elle l'accueillait dans sa catégorie, elle s'est fait respecter tout simplement. Elle a protégé son statut de combattante élite de la catégorie, Manon. Et elle a fait respecter la logique, entre guillemets, la logique sportive en tout cas. Et voilà, et là on a une certaine logique sportive, on va y revenir dans quelques minutes, on a une certaine logique sportive en tout cas en termes de momentum, et on aimerait beaucoup que Nassourdine la fasse respecter. Exactement. Et est-ce qu'on se met, pour finir sur ce débat-là, Baba, est-ce qu'on se met un peu de pression aussi? Je vais te dire, tu le sais, je t'en ai parlé en off, je sais que Nassourdine Imavov et son clan ont décidé de rester dans l'ombre médiatiquement. En tout cas, Nassour lui-même. Nicolas Haute nous a accordé une interview pour le film. Il est passé au Fighter Club. On parlait d'autres choses, mais il a parlé du combat aussi un petit peu. Mais Nassour a préféré rester dans sa bulle. Ce que je peux comprendre aussi, mais ce qui m'interroge aussi. Je sais, tu vois où je veux très bien où tu veux venir. C'est-à-dire, il se rajoute aussi la pression de se dire, je sais que c'est plus important que d'habitude, ce qui est le cas, mais je trouve que changer ses habitudes peut parfois te rajouter en fait une forme de pression, parce que tu réalises à quel point c'est important. Ouais, c'est toujours quelque chose qu'il faut. De toute façon, il va aborder ce combat comme il le souhaite, ça c'est sûr. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait de changer les habitudes. Il faut faire attention à ça parce qu'on a besoin des habitudes en combat. En préparation, les habitudes c'est tellement important. On a besoin de tout ça, même des petits rituels, j'ai envie de dire. Maintenant, Nassourdine c'est pas le plus bavard non plus. Non, donc clairement. Le changement il est pas énorme, mais voilà, les Silencios Stampa, ça réussit pas toujours, en tout cas comme on le voudrait. Maintenant, il y a une phrase que son manager dit, Younes Ben Abdelawed, qui j'aime beaucoup sur Nassourdine, où il dit que Nassourdine c'est le mec qui préfère parler quand il a fait. Lui préfère parler à la fin de son film. Et ouais, c'est vrai que ça colle au personnage. Ouais, bien sûr. Quelque chose qui colle à son personnage. Donc, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, quand je l'adapte à ce qui est Nassourdine, je le comprends plus que pour d'autres. Ouais, c'était plus un questionnement plus qu'un reproche pour le coup. Et je comprends son approche. C'est des questions à se poser parce que nous on est là évidemment et on essaye de suivre la préparation au plus près, tout en voulant encourager entre guillemets au plus près, en faisant notre boulot le plus possible. Nous, notre boulot de média, c'est ça, c'est d'essayer de le mettre en avant, de le mettre en lumière. Et lui, c'est l'inverse qu'il veut. Lui, c'est avancer masqué et sortir au dernier moment et dire voilà, je suis là et je suis fort et regarde comment je vais gagner le combat. Donc il est dans son rôle et dans le nôtre et on essaie de cohabiter. Exactement. Et rendez-vous samedi. On va parler d'Israël Adesanya d'abord pour commencer, Baba, parce qu'on le disait tout à l'heure, top 5 de l'histoire du MMA français et pas 5e, ce combat-là, ce choc, qui est
pour nos auditeurs qui découvriraient plus, parce que finalement son règne commence à dater. Enfin, à dater, il y a eu l'échange de ceinture avec Poatan, mais tu vois, on rappelle souvent, il y a beaucoup de nouveaux fans dans le MMA, donc ils n'ont pas forcément vu tout le run d'Adesanya avec la ceinture. Rappelle-nous rapidement, comment tu résumerais à quelqu'un qui ne le connaît pas, qui est Israël Adesanya et pourquoi c'est une légende? Enfin, ça qui va être Nassourdine Imavov samedi. Israël Adesanya, c'est un combattant atypique. Son surnom de Last Stylebender lui colle très bien à la peau. Pour moi, c'est un des héritiers du grand Ernesto Hoost, par exemple. C'est un combattant qui a été capable de prendre plusieurs styles de combat et d'en faire un seul qui lui appartient. Il n'y a pas un autre Izzy Adesanya. Pour préparer Adesanya, il n'y en a pas d'autre en fait. Je ne vais pas trouver quelqu'un qui a son style et c'est la meilleure définition qu'on pourrait lui donner. C'est un combattant exceptionnellement atypique. Qui vient du kickboxing, qui vient pour du ça kickboxing, que je te branche aussi toi. Mais qui a aussi fait des combats en anglaise, c'est un sport qui nous est très cher à tous les deux. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur de toucher à tout et de réussir. C'est quelqu'un qui n'a pas eu peur aussi de s'exporter en Chine pour pouvoir se créer une carrière et une réputation en kickboxing, parce que il vient d'un pays très reculé sur l'échiquier mondial. La Nouvelle-Zélande, quand tu regardes sous l'échiquier du kick et de la boxe thaï, c'est très loin. Ça existe pratiquement pas. Ça n'existe pas. Il avait une carrière prometteuse en kickboxing, mais il a préféré switcher pour le MMA, là où j'ai envie de dire, il allait trouver un sport qui pourrait être à la hauteur de ses ambitions à la fois sportives et médiatiques. Ça lui a plus correspondu, toi qui as suivi aussi sa carrière en kick, contrairement à beaucoup de gens. Ouais. Le MMA, pour toi, Adesanya est plus fait pour le MMA que pour le kick. Enfin, il pouvait monter plus haut, tu vois, parce que on va rappeler, on le dit souvent, Adesanya, c'est pas du niveau, par exemple, d'un Doumbé, voire même d'un Poatan en Exactement. kickboxing. Ils ont plus à compliquer. Tu le mets en dessous. Tu le mets en dessous. Oui, en dessous, largement en dessous. Donc, c'est un sport qui lui allait mieux pour aller plus haut, finalement. Ouais, je pense que oui. Encore une fois, ça colle à ses qualités de blender, de mec qui est capable de mixer plusieurs styles, et c'est les mix martial arts par excellence. Donc, même si moi, je suis fan de kick et je lui voyais quelque chose de grand à faire en kick, une fois qu'il aurait pu vraiment on va dire, s'installer. Il a pris des combattants d'élite, il a perdu contre la plupart, ça c'est vrai. Et le fait qu'il switch en MMA avec mon ami de toujours Lucas Bourdon, on n'était jamais inquiet sur le fait qu'il puisse réussir en tout cas dans ce sport, et c'est ce qu'il a fait. Donc ouais, pour répondre à ta question, je pense que oui, c'était plus adapté probablement, avec le recul. 5 défenses de titre victorieuses pour Israël Adesanya. Il avait nettoyé la KT avant l'arrivée de Alex Pereira Poatan. Le plus grand poids moyen de l'histoire, le plus grand moins de 84 derrière Anderson Silva. Ouais, juste derrière. Juste derrière, il n'y a pas de débat. Et même intrinsèquement, voilà, tu peux te poser la question je pense qu'il était meilleur même. Maintenant, c'est juste Ils se sont affrontés, mais c'était pas au moment de la carrière d'Anderson Silva où ça a fait du sens. Exactement, le résultat de ce combat. Ce combat, je le prends même pas du tout en compte. Simplement, les combattants qu'Adesanya a affrontés dans son règne sont plus forts que les combattants que Anderson Silva a affrontés pendant son règne à lui. Ça, c'est factuel. Donc il y a, voilà, maintenant Anderson Silva, c'est quand même beaucoup de défenses de titre, c'est quand même beaucoup de combats consécutifs sans perdre. Ce qu'il a accompli en termes de nombre de jours en tant que champion, en termes de défense de titre, etc., ça va être très difficile de le battre, Anderson Silva. J'avais pas pensé à cette question, mais comme tu as ouvert un peu le truc. Prime contre Prime. Comme ça dans ta tête, là, ça donnerait quoi? C'est difficile. J'ai du mal à parier contre Anderson Silva. Prime, en fait. C'est prime contre prime. Si vraiment on considère que son prime à Anderson Silva, c'est quand il arrive tout au début de son règne. Oui, je suis d'accord. C'est plutôt cette pour moi, période. il est là, son prime. Peut-être jusqu'à Forrest Griffin, probablement. Ouais, c'est difficile, c'est très difficile parce qu'il avait encore plus d'armes que Izzy dans son game. L'arsenal était quand même plus varié. Alors plus complet, en anglaise exceptionnel, meilleur défensivement, meilleur menton en tout cas dans son prime, meilleur menton. Et puis il avait tout son game au sol, donc je pense supérieur, que aussi son allonge, son anatomie qui était aussi spéciale comme mais d'Adesanya. Prime pour prime, ça aurait été un combat exceptionnel. Ça aurait été bien. Ça aurait été quand même pas mal. Il reste sur 2 défaites de suite contre Strickland et Dricus du Plessis, 3 sur les 4 dernières puisqu'il y avait eu Poatan entre temps, même s'il avait repris la ceinture. On a basculé. Il a basculé du mauvais côté là. Ouais. Tu vois, c'est toutes ses carrières. Anderson Silva qui a fini sa carrière avec plein de défaites, des BJ Penn. On peut parler à Tony de Ferguson à ce moment. Merci à l'UFC de l'avoir retiré du roster et pas merci au GFL de l'avoir remis dedans. C'était la parenthèse sur le GFL. non, je crois qu'il faut lancer personne sur le GFL, vraiment. Vraiment vu ce qu'on a vu ce week-end. Mais ouais, il a basculé là. On passe du mauvais côté de la carrière. Enfin, tu vois, de la pente descendante, on y est. Ouais, bien sûr. Il est sur la pente descendante. Il est sur 3 défaites sur ses 4 derniers combats, même si c'est des combattants qui sont très forts, tous. Ils l'ont montré. Et c'est des défaites qui ont bien vieilli, entre guillemets, pour la plupart. Donc il est sur la mauvaise pente. Maintenant, lui, il essaye, en tout cas, de montrer qu'il lui reste quelque chose, qu'il a encore quelque chose à offrir. Et la vérité, c'est que
Il y a 3 rounds contre Dricus du Plessis qui lui donne raison. Oui, bien sûr. Donc voilà, il est sur la mauvaise pente, mais il est encore très très fort. Revoir ce combat, c'est se taper quelques sourires des fois. Ouais. Et quand même un moment où Duplessis réussit à l'amener au sol parce qu'il trébuche. Ouais. Il trébuche, qui lui accroche le pied et qui finit par l'amener au sol. Ouais, alors on est sur une séquence où il se fait dominer debout. Il se fait complètement dominer. Ouais. C'est Dricus du Plessis pour vous, messieurs, dames. On le connaît bien. Qu'est-ce qu'il peut viser ? C'est là où c'était intéressant avant de rentrer dans la technique du combat. Pourquoi je voulais aussi parler d'Adesanya ? J'ai noté des phrases de l'interview qu'il a donnée à Amin Mohamed pour le film. Il y a quelques bouts dans le film, mais pas tout. Mais moi, j'ai eu accès à l'interview entière et au script. Et il parle de pourquoi il continue de combattre Israël Adesanya. Et je te cite, ouvrez les guillemets, pour moi, c'est plus l'amour du jeu. Il n'y a pas de titre en jeu, il n'y a rien, mais j'aime un adversaire frais, comme peut l'être Imavov. Le fait qu'il y ait un bon style de combat debout, un match vraiment cool. Et puis combattre de nouvelles personnes. J'apprécie le fait que ce soit un nouvel adversaire, pas une revanche, et que je puisse voir autre chose. Il dit aussi dans cette interview, et c'est l'extrait dans le film, qu'il veut une soumission, absolument, avant la fin de sa carrière. J'en ai pas fait encore, et je veux une soumission. En fait, pourquoi je te cite ces deux phrases-là, Baba ? Parce que ça fait plus de 20 ans qu'on regarde ce sport, ça ressemble aux phrases du mec qui est vraiment en fin de carrière, pour moi. Oui. Et qui fait ses jubilés. Ça tournait un peu des derniers combats qui le font marrer, parce que des personnages frais, parce que j'ai envie de taper une soumission, tu vois. J'ai l'impression qu'il n'y a plus l'œil du tigre, pour dire une expression célèbre. Je pense que c'est pas possible, pour reprendre un exceptionnel combattant, Marvin Hagler. C'est très difficile quand tu dors dans des... De se lever pour aller courir quand tu dors dans des draps en soie. Dans des draps en soie. Donc, et ça fait un certain temps maintenant qu'il dit qu'il est dans des draps en soie. Moi, dans l'avion pour aller en Thaïlande, j'ai pu regarder son documentaire, Stylebender, qui est pas mal. Il y a une énorme part accordée à la psychologie, puisqu'il voit une psy régulièrement. Une psy un petit peu décalée, qui le reçoit dans une caravane, pieds nus, enfin bref, il faut le regarder, le truc, c'est assez spécial. Et puis surtout, Izzy, c'est quelqu'un qui accorde beaucoup de place aux animés, comme on le sait, aux mangas. Et les animés, c'est que ça. C'est le début, le milieu, et puis l'arc de conclusion. L'arc narratif. Il sait qu'il est dans son arc de conclusion de son histoire sportive, il le sait très bien. Et le fait d'avoir un challenger intéressant, nouveau, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas affronté, alors qu'il en a affronté la plupart. Et en plus, stylistiquement parlant, quelqu'un qui lui convient, quelqu'un qui va rester normalement debout avec lui. D'ailleurs, il le dit dans la voilà, je pense que ça donne beaucoup d'intérêt pour lui. Il doit être très content d'affronter un mec comme Nassourdine. Je pense même que ça joue. Avant qu'il y ait le choix de ce combat, on disait qu'il y avait lui ou Imavov ou Borayo. C'était un peu qui se suivent au classement et que c'était un peu le choix pour Adesanya. Je pense que le style aussi de combat de Nassour bien sûr. l'a poussé à prendre plutôt Nassour. Bien sûr, si tu lui avais dit que c'était Borralho ou un Brendan Allen, je pense qu'il aurait été moins motivé que ça, c'est la vérité. Alors que Nassour, c'est quelqu'un qui a une très belle boxe, qui a un très beau style debout. Izzy, c'est le kickboxer né, donc c'est quelqu'un qui aime bien affronter. C'est les styles, les affrontements stylistiques, c'est ce qui lui plaît le plus. Il s'est endormi dans ses défenses de titre quand les styles ne plaisait pas ou qu'il avait l'impression qu'il était au-dessus. Là, il sait que c'est quelqu'un de dangereux en face et tu sens quand il parle, il n'y a plus l'œil du tigre, mais il y a une petite flamme qui se dit je suis intéressé. Lui, c'est un défi qui m'intéresse. Mais t'as raison, moi j'étais dans la salle pour sa dernière défense, Canonnier, avant l'arc Poatan, et en effet, ça se sent dans la cage il se fait un peu chier pour parler trivialement. Tu vois, il n'a pas une motivation énorme. Et une autre phrase que je te cite qui va avec tout ça, je suis ouvrez les guillemets une nouvelle fois, je suis très content de ma carrière, même si je perds les 10 prochains combats, ça n'a pas d'importance. Dans les livres d'histoire pour toujours, je me dis juste que je veux juste m'amuser, créer des moments forts, gagner beaucoup d'argent. Tu vois, c'est quand même le discours bien sûr, de la fin de la route, quoi. Bien sûr, même si on le croit, on croit à 100% à ce qu'il dit, et encore une fois, après avoir vu son documentaire, je le crois encore plus, parce que il est pas mal question de ça dedans, de la fin, de comment il gère cette fin de carrière, et encore, on n'était même pas... quand il tourne, lui, il n'y a même pas la défaite contre Duplessis. Donc... il parle vraiment comme un mec qui... Mais en même temps, il a fini le jeu en même temps. Ouais, bien sûr. En même temps, il a fini le jeu à plusieurs reprises. Il n'a pas eu la double ceinture, ce qu'il aurait voulu avoir. Je pense qu'il n'a pas pu le faire. Et son rival l'a fait. Il sait qu'il ne l'aura pas. Il sait qu'il ne l'aura plus aujourd'hui. Je sais. Son dernier vrai objectif comme ça, tu vois... très sportif en termes d'accomplissement, il sait que c'est plus jouable. Ouais, bien sûr. Et puis il y a un élément super important qui est venu s'ajouter au fait que ça sent vraiment, vraiment la fin pour lui. C'est le truc génial qui lui arrive d'avoir son ancien rival qui vient dans sa salle, qui est Robert Whittaker. Il s'entraîne avec lui. Ils font un podcast de 2 heures ensemble que j'ai dévoré parce que c'est super cool. C'est super génial de les voir comme ça. Ça ressemble tellement à un arc de manga, t'as raison. Trop, tu vois. L'ancien qui revient, l'ancien adversaire l'ennemi qui devient les pote. bras dans les bras. Voilà, donc ça sent vraiment la fin. Ceci dit, c'est un combattant qui reste très dangereux. Et j'ai envie de dire que, et je l'ai dit dans le film, il est
presque plus dangereux que jamais dans cet état-là. Parce que libéré. Ouais. Ouais, parce qu'il y a ce côté. Il n'y a plus de pression. Et ça va avec ma dernière question sur ce thème-là avant de rentrer dans le combat techniquement. Et cette belle boxe, parce que ça va ouvrir des débats, mon baba. Mais c'est le meilleur moment pour le prendre ? Ou justement, comme il est libéré, ça peut être aussi dangereux finalement. Comment tu te situes par rapport à ça ? Pour moi, franchement, le meilleur moment pour le prendre, c'était juste après Powhatan. Juste après sa victoire contre Powhatan, c'était là le meilleur moment. Et c'est là où Strickland le prend. Parce qu'il avait fait aussi un de ses derniers objectifs, battre ce mec-là qu'il avait jamais réussi à battre. Tu peux pas me dire que t'as toujours la même pression une fois que t'as atteint cet Everest-là. Et alors lui, vraiment, c'était on parle depuis tout à l'heure d'anime et tout, mais là, c'était pour lui, c'était battre son rival ultime, quoi. Tu vois. Après plusieurs essais en plus. Pareil, ça fait tellement arc narratif, t'as perdu les 3 fois, tu reviens, finalement t'y arrives. C'est obligé que l'influx nerveux il est plus le même, tu vois. Donc je pense que le meilleur moment c'était là. Chape de plomb qui s'est en allé et voilà, ça change quelque chose. Ouais. Donc ensuite, derrière, de ce qu'il fait contre Duplessis, c'était important pour lui de se prouver à lui-même qu'il avait encore le niveau, et il a montré qu'il avait encore le niveau. Et là, il n'y a plus de pression sur le championnat, c'est pas un combat pour le titre. J'ai même l'impression que pour lui, récupérer la ceinture une 3e fois, c'est pas important du tout. Voilà. J'ai pas l'impression que ça compte plus que ça. Si tu lui dis qu'il ne recombat plus pour le titre, ce sera pas très grave pour lui. Donc là, tu lui offres un showcase de 5 rounds contre un adversaire stylistiquement parlant qui lui plaît. Pour moi, c'est très dangereux. Ouais, il est très dangereux. Et la fin de cet arc, pour toi, tu vois, cet arc de fin d'Israël Adesanya, est-ce que ce serait pas, quand j'y réfléchissais en préparant l'émission, je me dis, si jamais Powhatan, même s'il monte chez les lourds, s'il continue son règne en moins de 93, qui bat Ankalaev, ce sera en mars, puis peut-être un ou deux mecs derrière, on ne sait pas qui lui mettront. Un dernier truc, tu vois, allez, je monte une dernière fois et on fait la DER et j'essaye de détrôner le mec qui est devenu indétrônable depuis quelques temps et que j'ai déjà battu moi dans la caté d'en dessous. Ça ressemble à un truc, tu vois, ça ressemble à un truc de manga une nouvelle fois, de finir là-dessus. Moi, je suis persuadé que ce sera son dernier combat. Moi aussi, je pense. Je suis persuadé, voilà. Nassourdine peut ruiner ses plans, en tout cas les retarder de beaucoup, mais je suis sûr et certain que ce sera son dernier combat. Oui, je pense qu'il vise beaucoup plus ça que le champion des moins de 84. Ah oui, complètement. Pour moi, cette catégorie ne l'intéresse plus. Il le dit en plus dans une interview récente avec MMA Junkie, je crois, ou MMA Fighting, je sais plus, mais il le dit. C'est une catégorie ennuyante. Il y a un mec comme Nassourdine qui m'intéresse beaucoup parce que j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup sa personnalité, mais le reste m'ennuie. Mais tu sais, c'est marrant de voir aussi ces anciens champions de la génération d'avant. Il y en a beaucoup qui ont ça en eux, ce truc d'aller chercher les nouveaux. On se rappelle de Poirier contre BSD, qui dit ce combat m'intéresse parce que c'est le mec qui monte le nouvel épouvantail et j'ai envie de me mesurer à lui. Whittaker, on a parlé contre Alice Kerov, disant ce petit jeune qui montait, que tout le monde voyait gros comme une maison, j'avais envie de me tester face à lui et de lui. Tu sais, t'as l'impression qu'ils ont cette envie de montrer, et on est toujours là les petits jeunes. C'est non seulement vrai, mais en plus ils l'ont dit tous les deux dans leur podcast commun. Ils l'ont dit maintenant, on va plus jamais s'affronter, lui et moi. Ça y est, c'est fini, on a mangé ensemble, on s'entraîne ensemble. On va s'unir pour gérer la nouvelle génération, tu vois. Et moi, ça m'a fait sourire, tu vois. Ouais, j'adore. C'est quand même génial, ça. Autre moment fabuleux de ce podcast, pour le coup, c'est quand il parle de DDP. Ouais, c'est incroyable. Pour citer, je crois qu'ils disent, c'est le meilleur combattant shitty. Ouais, donc je traduirai pas, vous traduirez The tout best seul. shitty fighter ever. Le meilleur combattant shitty de l'histoire. Ça résume tellement ce qu'il est. Tu vois tous les deux comment ils en parlent, et puis comment ils parlent aussi de Powhatan et ses calf kicks, ça me fait beaucoup rigoler, mais encore plus avec DDP parce qu'ils ont cet adversaire en commun. Et ouais, tu sens qu'ils ont tous les deux affronté un mec improbable, quoi. Alors on rentre dans le combat, parce que c'est ce qui nous intéresse. Quelle faille à exploiter et quel chemin de victoire aussi pour Nassour, je l'ai dit dans l'intro. Je viens tout de suite sur le style, puisque tu parlais tout à l'heure de la belle boxe de Nassour. J'ai l'impression quand même que Powhatan, bien sûr, mais depuis le début, c'est le cas. Strickland, Duplessis, on en a parlé ici, on a fait les débriefs ensemble. C'est des styles qui ont gêné Adesanya. Parce que c'est pas des styles classiques. C'est très atypique la façon dont ils font leur striking et c'est vraiment pas quelque chose que tu vois beaucoup. Là, c'est beaucoup plus classique. C'est beau, Nassourdine, c'est efficace, mais tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais pour moi, c'est beaucoup plus classique, beaucoup plus linéaire, on va dire. En tout cas, c'est beau comment c'est classique. Moi, j'aime beaucoup. T'as bien résumé ça. Est-ce que c'est pas un style qui peut mieux convenir à Adesanya? J'y vais tout de suite. Alors, sur le style, en tout cas, de ce qu'on connaît de Nassourdine, oui. De ce qu'on a vu de Nassourdine. De ce qu'on a vu de Nassourdine à aujourd'hui, oui, clairement. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est content, Izzy. Il se dit que ça va être un combat qui va être... Qui va se jouer à distance, à une distance préférentielle pour lui. On va pouvoir utiliser les bras, on va pouvoir utiliser les jambes. C'est deux gars, c'est un mec qui est aussi grand que lui, qui aime bien aussi boxer, qui aime bien laisser partir ses points. Donc je pense que Izzy, il se dit, c'est génial parce que c'est un combattant qui est technique, qui frappe évidemment. Il faudra que je fasse très attention. Je suis pas tout ça. C'est pas parce que tu aimes bien un style que tu vas penser que c'est facile. Bien sûr. Jamais de la vie. Hein. C'est juste que tu préfères combattre des styles que d'autres. C'est tout. C'est comme ça. Donc si j'étais eux, je me dirais, je vais apprécier en tout cas le combat, que je gagne ou que je perde, parce que
C'est un combat qui va se jouer a priori à un rythme préférentiel, dans une distance préférentielle pour moi. Donc en tout cas pour Izzy, oui, ce serait intéressant. Et est-ce que tu prendrais, si t'es Imavov et son clan là, est-ce que tu prendrais un peu des choses de chez DDP et Strickland? J'ai eu l'impression moi aussi que l'arc Poatan, il a fait une bascule chez les adversaires d'Adesanya pour le coup. Ouais. Cette fin de règne, les canonniers dont je te parlais, tous ces genres de combats, Vettori avant, des choses. T'as l'impression qu'il le respectait un peu trop. Ah, bien sûr. C'était Adesanya en face. C'est que debout, si je vais un peu trop à la bagarre, je vais le sentir très vite. Et j'ai l'impression que c'était pas le cas de DDP et Strickland. Qu'on dit on va lui marcher dessus. Ouais. Et on va le mettre, tu vois, on va le mettre dans le mal. On va le mettre dans le mal, on va pas le respecter. Et ça a marché, les 2 fois. Est-ce que c'est quelque chose, tu vois, dont tu t'inspirerais beaucoup? Parce que c'est pas trop le style de Nassour, pour le coup. Mais est-ce que c'est quelque chose vers lequel il doit aller? Ouais, bien sûr. T'as quelque chose d'assez clair, d'analysable, ce qu'ils ont fait tous les deux, dans un style différent, en tout cas, même si c'était, il y a quelque chose de similaire dans le fait de vouloir avancer constamment sur Izzy. Ça, ils l'ont fait tous les deux très bien. Maintenant, Strickland, il a fait des choses très très simples. Un jab, un type, complet. Et d'essayer de sortir son bras arrière dès qu'il pouvait et constamment mettre la pression. DDP, on le connaît. Lui, c'est un bulldozer. Il avance. Ils ont quelque chose d'important tous les deux, c'est qu'ils ont su encaisser des très bonnes attaques d'Adesanya. C'est ça qui est important. Donc, bien sûr qu'il y a des choses à prendre pour Nassourdine. Maintenant, il faut aussi partir du principe que quand tu fais ça, Izzy, il est très très fort en reculant, tu prendras des coups, ça c'est sûr, donc c'est quelque chose qu'il faut accepter. Il s'est contré, il s'est boxé en reculant. Mais quand tu affrontes un adversaire comme Adesanya, tu dois accepter le fait que de toute façon, rien ne sera facile, rien ne sera donné et tu vas devoir probablement prendre des coups. Ouais. Bien sûr. Il vient de la boxe aussi, Nassourdine, il a fait beaucoup de boxe quand il était notamment dans le sud, quand il est arrivé du Daghestan. Il a moins les kicks qu'un Adesanya. Ouais. À quel point ça joue là, toi là, je parle à mon homme de striking. À quel point Adesanya doit, lui, jouer sur les kicks parce que c'est moins l'arme de Nassourdine? C'est primordial pour Adesanya. C'est primordial d'envoyer beaucoup de low kicks. Parce que Nassourdine, si tu le laisses s'asseoir pour pouvoir envoyer ses points, Canonnier, il s'en rappelle, et plein d'autres, c'est quelqu'un qui frappe fort, c'est quelqu'un qui a une très bonne anglaise, qui a des très bons fondamentaux en plus de la boxe anglaise. Donc oui, tu peux pas le laisser s'asseoir. Et la meilleure arme que tu vas avoir, c'est la meilleure arme d'Izzy, ce sont ses jambes, ce sont ses coups de pied et surtout ses low kicks. On sous-estime beaucoup, c'est pas qu'on le sous-estime, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'il fait plein d'autres choses. Mais ces low kicks, c'est une grosse partie du game d'Izzy et c'est quelque chose que je sais pertinemment que Nicolas Haute et Nassourdine et tout son clan ont su analyser. Nicolas Haute, dans l'interview qu'il nous donne pour le film, il dit 2 points, ouvrez les guillemets, on est là pour imposer notre striking de manière claire. Ouais. C'est normal, il va pas dire on est là pour se faire dominer en striking pour le coup, mais est-ce qu'il faut pas plus varier? Tu vois, est-ce qu'on est obligé d'aller vers ce combat debout quand on est le camp Imavov ou est-ce qu'il faut aller vers le MMA global et essayer de l'amener au sol notamment parce que c'est pas sa force à Adesanya, on va pas se mentir. Ouais, c'est pas sa force et en même temps, il se fait soumettre qu'une seule fois. Ouais, tout à fait. La dernière, sur son dernier combat et cette soumission, c'est vraiment pas un Marcelo Garcia qui lui a fait un passage de garde. Non. Il y a un gros aspect mental dans cette défaite par soumission. Il y a eu une absence là. Il est plus là pendant quelques temps. Sur il lâche. 20 secondes, 30 secondes, j'en sais rien. Mais ça peut rentrer dans une analyse, c'est intéressant parce que DDP en fait, il l'a poussé dans l'effort. Ouais. Il l'a poussé très loin dans l'effort, avec en plus le cardio et le côté je te marche dessus. C'est aussi un chemin, finalement, de le pousser dans l'effort et pouvoir aller chercher peut-être ce sol, 4e, 5e round, là où il en peut plus, en fait. Donc, tu vois, c'est le truc, c'est que je sais pas si c'est de l'intox ou de l'info, ce qu'a dit Nicolas pendant l'interview. Moi, en tout cas, j'ai envie de croire qu'ils ont basé leur stratégie dessus, et auquel cas, je suis 100% d'accord avec eux. Moi, tu me connais, je suis un partisan de « on impose nos qualités ». C'est là où je suis le plus fort que j'impose. D'accord, on l'a répété assez de fois. Voilà, pour moi, le combat, c'est ça. Le combat, c'est ça. Sharpens, tu dois toujours affûter tes points forts, prendre en compte ton adversaire, mais c'est d'imposer ton style et ta volonté. Et Nassourdine, il est capable de le faire, il a un style pour. Donc, bien sûr qu'il y a ces qualités à Nassourdine, elles peuvent fonctionner dans le fait d'imposer son style et gagner debout contre Izzy. Ça peut le faire, et d'aller chercher cette fatigue, justement, et d'aller chercher la façon de le. Qui perd ses moyens aussi Adesanya, parce qu'il l'a montré en fait. C'est ça, et puis surtout il y a un défaut que Izzy n'a jamais corrigé en kickboxing et en MMA. Izzy, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le flow. Donc il va beaucoup chercher à bouger son buste, bouger sa tête, essayer d'accompagner les coups. Le problème d'Izzy, c'est de défendre sur des combinaisons. C'est là où c'est un problème. C'est là où il se fait avoir souvent, tu vois. Et Nassourdine, c'est quelqu'un qui sait travailler en combinaison avec son anglaise. Donc ça peut être quelque chose, comme tu l'as dit, à exploiter. Le fait d'avancer sur Izzy, d'essayer un petit peu de lui marcher dessus, d'imposer un défi physique, et puis d'envoyer des combinaisons.
à un moment, tu peux finir par le fatiguer, tu peux rentrer dans sa tête et puis tu peux trouver la clé. Ouais. Il faut s'enlever, on sait, il y a beaucoup de travail avec Rodrigo Alamos, notamment du côté de Nassourdine. Il a bossé avec Alexis Barbosa, qui était avec toi sur le plateau du Fighter Club Sunday, l'ancien champion du One, dont on espère qu'il pourra récupérer sa ceinture dans une trilogie. Contre Hercel, il a bossé avec les frères Bouganem, enfin il bosse avec beaucoup de monde, avec Mamoudi. À quel point tu situerais les qualités de striking et debout de Nassour par rapport à Adesanya? Alors, je vais être clair et pas du tout attention, pas du tout insultant ou quoi. Non, bien sûr. C'est juste que on est au très très haut niveau là. Voilà, et on est au très très haut niveau et à ce jeu-là, Adesanya, c'est un kickboxer d'élite. C'est un combattant, c'est un striker d'élite en fait, qui a réussi dans le sport presque ultime du striking, en kickboxing pur et dur. Il a eu une belle carrière, pas la carrière de Doumbé, pas la carrière de Poatan, certes, mais il a eu une belle carrière. Donc, et ensuite, à l'UFC, c'est quelque chose qu'il a fait pendant très longtemps. En MMA, il a dominé en imposant son striking pendant très longtemps. On sait tous ses qualités, sa capacité à feinter, sa capacité à utiliser l'espace, à se déplacer, à être précis, à frapper fort quand il faut frapper fort. Il y a beaucoup de choses qu'il fait que sur le papier et sur ce qu'on a vu des deux combattants, c'est meilleur que Nassourdine. Ça, c'est ce qu'on voit en tout cas, c'est les données qu'on a. Maintenant, il y a une donnée qui est super importante, c'est qu'il y en a un qui est sur la pente ascendante et l'autre qui est sur la pente descendante. Nassourdine, il continue de progresser, il a que 28 ans. Ouais, moi, c'est une donnée qui... il a que 28 ans. Quoi. Quand on l'entend, c'est un délire. En plus, ça fait longtemps qu'on le voit sur le circuit. Ça, c'est fou. Et dans une catégorie où le prime, tu l'atteins pas avant 30 ans, il y a encore beaucoup de marge de progression. Ils en sont, alors je vais pas dire de bêtises, c'est quoi son 3e combat, 4e avec Nicolas, je crois. Oui, tout à fait. C'est rien. Ils sont encore en train d'apprendre tous les deux, même s'ils se connaissent depuis très longtemps, ça il nous l'avait dit Nicolas. 4e combat, 4e top 10 UFC. Hein. Exactement, mais ils ont appris de leurs 3 premiers camps ensemble, en tant que head coach avec Nicolas et en tant que combattant pour Nassourdine. Donc ils continuent à progresser. Je crois que c'est leurs premiers qui font vraiment aux States en plus. Donc voilà, ils ont encore apporté beaucoup de choses. Il a eu des meilleurs sparring, parce que là il est parti dans un camp au Cliff où t'as des sparring qui tombent, tu secoues un arbre, il y en a 10 qui tombent. Et c'est marrant, Nicolas aussi, il nous dit. Là-bas, en effet, la qualité que tu peux avoir, c'est presque militaire. Tu as plusieurs entraînements par jour, tu peux y aller à telle heure, quand tu veux. Les sparring sont toujours là, quoi qu'il arrive. Par contre, il dit clairement, c'est quand même beaucoup moins individualisé. Donc pour un Nassour, dont on en a parlé dans les derniers débriefs qu'on a fait de ses combats, Baba, qui a trouvé vraiment, je pense, l'organisation autour de lui qui lui correspond, où il est bien, où il sent qu'il est au centre du projet. J'ai pas l'impression qu'en fait, tu vois, quand j'écoute la phrase de Nicolas, je me dis c'est peut-être pas la meilleure solution pour lui en fait. C'est cool pour avoir quelques sparring pendant 1 ou 2 semaines, tu vois, et faire un peu de travail spécifique. Mais je pense que Nassour, il est très bien où il est au Venom Camp à Rungis. Là. Forever, je mourrai sur cette montagne, Alex, et que en dehors d'avoir des sparring de qualité et nombreux, on n'a pas vraiment besoin d'aller là-bas. Pour moi, en tant que combattant français, qui ont des coachs de qualité comme Nicolas Haute, comme Fernand, comme Gaëtan Hurtel, enfin bref, toutes les teams qu'on a aujourd'hui là, pour moi c'est bon. Après, si tu veux faire du sparring régulier, c'est sûr que tu vas là-bas, tu vas avoir 10 mecs dans ta KT, 10 mecs dans la KT juste en dessous, 10 mecs dans la KT juste au-dessus. Ça, on n'a pas en France. Et t'as 10 lutteurs, t'as 5 strikers, t'as 3 grappleurs. Ça, il n'y a pas de problème. Je ne veux jamais leur enlever. Mais je peux donner 1000 exemples, Johanna Jedrzejczyk, tout ça, de personnes qui ont eu un niveau, qui sont devenus champions en étant en Europe, qui ont été là-bas, qui ont pu gagner. Il y en a. Lien de cause à effet. Et puis après, derrière, t'as un mec comme Oumar Sy, dont on discutait au KSW, il est super content, lui, d'être arrivé là-bas et de s'entraîner là-bas. Et pour lui, c'est l'endroit parfait. Donc chacun va avoir besoin de ce qu'il veut. Des personnalités, de qui tu es. Ouais. Maintenant, quand je prends en compte, moi, ça c'est mon avis personnel, je l'ai donné. Par rapport à Nassour. Maintenant, par rapport à Nassour lui-même, non, pour moi, il a un cocon parfait ici. Il a tout ce qu'il lui faut. Pour moi, il n'a pas spécialement besoin, tu l'as dit, des Alexis Barbosa Nicolas, des frères Bouganem, le nombre de sparring qu'il a réussi à trouver aussi pour son camp. Nicolas, tout simplement. C'est cool. Coach, Maxime François pour la lutte. Enfin, il y a nickel. Énormément de choses vraiment dans ce cocon, ce petit cocon, et ça lui va très très bien pour le coup. On finit sur la partie technique plus du combat, et Adesanya, dans cette interview qu'il nous accorde, il parle aussi de tout ça. Et il dit qu'il pense que c'est Nassour qui va attaquer les jambes à un moment donné. Il dit soit il va me shooter sous-entendu parce que je le tabasse trop, entre guillemets, soit il va décider de le faire pour mixer, pour être dans le MMA et pour m'apporter autre chose. Et lui il dit mais par contre je vais répondre, je vais attaquer aussi les jambes et je peux y aller. Ça se passe comment si les deux se retrouvent au sol, Baba, à ton avis, entre un Adesanya et un Imavov? Alors, ça dépend bien sûr qui amène au sol qui. Hein. C'est générique que je pose. Mais tu vois ce que je veux dire? Qui pour toi prend vraiment l'ascendant là, dans ces phases-là?
Je peux que parler de ce que j'ai sur le papier. Moi, j'ai envie de te dire Nassourdine. Je pense qu'il est meilleur. Maintenant, ce qui est intéressant avec les deux, c'est que tous les deux ont un niveau qu'on leur connaît supposément au sol. C'est vrai. En fait, je te jure, pourquoi j'ouvre ça, Baba? Désolé de te couper. Ouais. J'ai envie de les voir au sol cette nuit. J'ai envie de les voir au sol, ça m'amuse de m'imaginer ce que ça pourrait donner au sol. Ouais, ça pourrait être sympa. Je pense qu'on sous-estime Nassour en plus. Ah non, mais en fait, le truc, c'est que Nassourdine, ça fait des années qu'on nous le dit. C'est des mecs qui connaissent, qui savent. Tout le monde nous dit il a un grappling de ouf, Nassourdine. C'est juste qu'il n'a pas encore eu le temps de le montrer. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on dit de la même chose d'Adesanya. Même s'il faut enlever le fait, encore une fois, la soumission qu'il prend contre DDP, c'est pas un truc. Techniquement parlant, c'est beaucoup plus mental que technique ce qui lui est arrivé. T'as raison, il lâche. Il lâche. Maintenant, il court le long de la cage. Voilà, il a lâché. Et puis il est à 4 pattes, il se fait prendre 2 coups, il défend même pas sur les mains. Enfin voilà, c'est très ça part direct. Maintenant, il y a l'ancien champion de la catégorie middleweight, un mec qui l'a combattu 2 fois dans la cage et qui vient de s'entraîner avec lui et de faire un podcast avec lui, Robert Whittaker. Quand on lui pose la question, qu'est-ce qui te surprend le plus chez Izzy, et il dit, c'est son niveau au sol. Ouais. C'est la première chose qui sort. Il dit, on se rendait pas compte à quel point il est bon en fait. Je pensais pas qu'il était aussi fort que ça. Ça, c'est ce que Whittaker nous dit, tu vois. Donc, tu vois, ce serait cool. Plus tu parles, plus tu me donnes envie de le voir en fait. Je veux voir cette phase-là. Ce serait cool. En tout cas, ce serait intéressant à observer. Maintenant, je crois que Nassourdine a la force physique en plus du bagage technique, pour faire quelque chose de très bien au sol. Si jamais le combat devait aller là-bas. On ouvre un peu la suite, possiblement. Tu sais, tu nous connais, hein, les journalistes, on met toujours la charrue avant les bœufs. Mais je le disais dans l'intro, c'est un combat qui peut ouvrir beaucoup de choses en cas de victoire pour Nassourdine. Ouais. On sait aussi, la semaine d'après, pour le coup en timing, ça colle bien, DDP contre Strickland 2. La revanche, ce sera à Sydney pour cette ceinture des moins de 84 kilos. On sait que Dana White a déjà dit que celui d'après serait Khamzat Chimaev pour le titre. Il l'a déjà annoncé. On sait les problèmes de visa de Khamzat pour les États-Unis. On sait que Donald Trump vient d'être élu. Que Khamzat, comme Dana avait dit que ça pourrait possiblement changer les choses. Pour l'instant, j'ai pas vu. Je crois qu'il a d'autres choses à s'occuper pour l'instant que le visa de Khamzat Chimaev pour l'UFC. Qu'est-ce qu'on fait s'il lui donne vraiment Khamzat? T'attends? Là, on parle, c'est une hypothétique où Nassour a battu Adesanya, bien sûr. On attend le title shot parce qu'il est là et qu'il nous tombera un moment sur la tête, ou on prend le perdant de DDP Strickland? Si c'est Strickland, à mon avis, il aura très envie. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. Je pense que j'aimerais beaucoup, et je l'ai dit aussi dans le film, pour moi, c'est compliqué de ne pas lui donner une chance pour le titre à Nassourdine derrière ça, selon comment il gagne. Si il met KO Izzy au premier round, ce sera une grosse victoire en 2025 avant les autres, et ça reste, ça colle à la rétine, tu vois. Bien sûr. Maintenant, la semaine d'avant le combat pour le titre, bien sûr que ça marche. C'est ça. Le problème, c'est que Chimaev, il a fait un truc de fou, et que tout le monde l'attend pour le titre, tout le monde l'attend à ce niveau-là, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un peu chiant. Il y a un facteur en plus avec Chimaev. Il y a un petit truc en plus. C'est une superstar, la façon dont il combat, la façon dont on attend ses combats. Ce premier round qui est devenu, tu l'avais dit, c'est une bête légendaire maintenant, le premier round de Chimaev en MMA. Il a un truc que n'a pas Nassourdine pour le coup. C'est pour ça que voilà, il faudrait qu'il fasse un truc aussi spectaculaire que ce qu'a fait Chimaev pour pouvoir dire aux gens, bah non, c'est moi, tu vois, c'est moi qui dois avoir le titre parce que moi, je viens de terminer l'ancien champion le plus dominant de la catégorie. En tout cas, ce qui est sûr à mon sens, c'est que Nassour, il est au-dessus de, en tout cas dans la hiérarchie de ceux qui auraient un titre, il est au-dessus d'un Caio Borralho, il est au-dessus d'un Fluffy qui va devoir affronter Brandon Allen. Pour moi, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, ça doit jouer entre Chimaev. Si jamais il bat Izzy, ça doit jouer entre Chimaev et lui. Ouais, j'aime beaucoup leur. Tu sais, il nous l'avait expliqué, Nico. C'est leur année 2024 qui a expliqué comme ça, notamment le choix de Brandon Allen, qu'il aurait pu ne pas prendre à Paris. Cette idée de rester actif, de te montrer. Je me souviens que tu lui avais dit aussi, c'est hyper important dans une catégorie qui bouge comme celle-là. Hyper important de se montrer sa tête tout le temps. Donc je pense que si c'est Chimaev, il faut prendre un combat. Il faut pas attendre le combat pour le titre pendant 10 mois ou quelque chose. Je te l'ai déjà dit ici, j'aimerais beaucoup voir Nassour contre DDP. Et la façon dont combat DDP, ce serait très intéressant avec la boxe reculant de Nassour notamment. Strickland, le 2, avec une vraie préparation à leur vrai poids, pareil. Dans leur catégorie. On peut être très surpris du résultat par rapport au premier. Et je pense que c'est important de le faire. Tu vois, de rester actif et de continuer à nettoyer tout ce top 10 pour devenir
incontournable parce qu'il a pas le star power, on va pas se mentir, Nassour, Ouais, de beaucoup d'autres. Il a pas ce truc-là. Bah, on peut pas se mentir du tout. C'est dans le film, hein, c'est l'intro du film où il se trompe. Voilà, et Dana White et Adesanya se trompent et encore. encore, là, j'ai regardé l'interview juste hier soir encore d'Adesanya, il se trompe encore. Imamov, non. Ouais, tu vois. Donc, c'est qu'un bien détail, sûr. mais c'est un détail qui C'est compte. important. On l'a dit toujours, c'est pas que du sport, c'est du business. C'est plus du business à coller à un sport Voilà, que l'inverse, l'UFC. Hein. C'est ça. Et puis, je l'avais déjà dit à Nico, j'ai déjà dit pour d'autres, j'ai déjà dit dans le cas de Manon Fiorot, tu dois les battre avant ou tu dois les battre après. Donc que tu écartes ou réécartes un combattant avant que tu aies la ceinture ou après, de toute façon, tu vas les affronter. Donc si tu l'as fait avant, regarde Merab Dvalishvili. Quand tu regardes son résumé, il a une défense de titre, pardon. Mais tous ceux qu'il a battus avant, c'est un des meilleurs palmarès de tous les temps. C'est un wouzou incroyable. Ouais. Donc tu vois, c'était avant la ceinture, certes, mais en tout cas, c'est dans son palmarès aujourd'hui. C'est ça que quand Petroyan revient, il faut le refaire. Enfin, tu vois, c'est pas juste, c'est un mec que tu as déjà battu, en fait, que tu as déjà mis dans ta colonne verte pour le coup. Dernière question autour de tout ça. Là, je parle au coach. C'est quoi la plus grande, qui connaît bien en plus ce personnage-là? Si t'en avais qu'une seule à dire, la plus grande faille à exploiter chez Adesanya pour Nassour dans ce combat-là. La plus grande faille pour moi. C'est plus d'aller le pousser dans le physique, c'est plus. Qu'est-ce que tu dirais? Non, sa faille, pour moi, la plus grande faille, elle est technique, c'est vraiment son problème à défendre sur des enchaînements. Sur des combinaisons en fait. Sur des combinaisons de coups. Ça va être la meilleure faille à exploiter, à mon sens. Voilà. C'est un combattant exceptionnel, Izzy Adesanya, qui avait, ou qui a, en tout cas, des réflexes exceptionnels qui lui permettaient d'accompagner la plupart des coups. Mais tous ceux qui ont du succès contre lui, y compris en kickboxing, c'est ceux qui se décourageaient pas, tu vois, qui mordaient pas dans les feintes, qui restaient face à lui et qui continuaient, qui restaient pas sur un seul coup. J'ai envoyé 1, 2, 3, 3 il va toucher. On enchaîne sur ces combinaisons. C'est ça. Donc pour moi, sa plus grande faille, elle va être là. Au-delà de l'aspect mental et tout, il y a autre chose après. On va se régaler techniquement vraiment, parce que même, on l'a cité tous les deux dans différentes phases de cette émission, mais ils boxent très bien en reculant les deux. C'est deux boxeurs techniquement très forts, et je pense qu'il y a beaucoup de phases où c'est un combat qu'on prendra plaisir à analyser, Baba, ça j'en suis sûr. Peu importe le résultat. Moi je suis super content que ce combat il se fasse, j'étais content que Nassourdine il le call out, j'étais content que ça réponde bien, je suis super content que le combat se fasse parce que vraiment on est face à deux combattants de qualité, de vraie qualité, qui sont très très forts. J'adorais. Kevin Jousset dans le Fighter Club Sunday, il vous le dit. Il nous l'avait déjà dit, je sais. Tu vois comment il est hypé, quoi. Les gars, rendez-vous compte de qui va affronter. Exactement, qui. C'est vraiment deux combattants de très haute qualité. Et c'est pas parce que Adesanya, il a 3 défaites sur ses 4 derniers combats que, certes, il a amorcé sa descente. Il est sur la pente descendante, on va pas se mentir. Mais la pente descendante d'un mec comme ça, c'est pas la pente descendante d'un combattant normal. Ça reste un combattant ultra fort. Et qui, à mon sens, reste favori. Non, mais bien sûr, c'est. En tout cas, il y a des nuances à mettre. C'est mon avis perso, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des nuances à mettre dans l'expression face et voilà, on est d'accord. Bien sûr. Et Imavov, moi, Nassourdine, c'est vraiment un gars que j'aime beaucoup, à la fois dans la cage et hors de la cage, même si on sait très peu parler. Mais là, on parle de sport, on parle de ce qu'on va avoir samedi dans la cage, et j'ai une tendance à avoir, en tout cas, à garder Izzy favori. Pour moi, c'est Nassourdine qui doit faire l'exploit, pas l'inverse. Par contre, ce que tu as dit tout à l'heure, mais c'est génial de l'avoir vu call out Adesanya, et surtout d'avoir vu Adesanya lui répondre positivement et y aller vers ce combat-là, parce que c'est aussi un testament de ce qu'il a fait en 2024, Nassour. Il est rentré dans ces conversations-là, et quand on le propose à Adesanya aujourd'hui, ça intéresse Adesanya de prendre ce petit gars qui monte. Tu vois. Il y a 2 ans, Adesanya aurait peut-être même pas regardé. Il n'aurait pas regardé. Si tu vois, si l'UFC lui proposait le nom dans un chapeau de 4-5 noms, ça aurait sans doute été le premier qui zappait. Genre, ça n'a aucun sens. À la force de ses points, il est parti le chercher en acceptant, en faisant 3 combats en 2024 d'élite, 3 combats du top 10, prenant ces risques-là, en prenant le risque à Paris, tout ce qu'il a fait, il y a 0 chance, il y a 0 hasard, il est parti chercher ce combat-là, tout simplement. Il l'a voulu en plus. Je me rappelle, il nous le dit à nous. Tu vois, quand on interviewe toi et moi pendant la Fight Week de l'UFC Paris, si jamais tu gagnes, qu'est-ce que tu veux? Direct. Il smile direct. Je veux Adesanya. Il te dit ça en souriant. Ça, c'est rafraîchissant. C'est génial de voir ça. C'est un mec, vu son âge, il le regardait forcément avec des yeux, tu vois, presque du fan, en fait, il y a quelques années. Et se retrouver dans la cage avec lui à 28 ans, comme tu le disais. Donc, on peut considérer qu'on rentre à peine dans les meilleures années dans les catégories plus lourdes. Tu rentres à peine dans ton prime. On sait qu'on on n'est pas chez les fly, on n'est pas chez les bandables. Ça annonce que du bon parce qu'il rentre dans son meilleur, en fait, Imavov. Et moi, je l'ai déjà dit ici, donc je le redirai toujours, je fais un gros mea culpa sur lui. Je croyais pas beaucoup à Imavov quand il est arrivé à l'UFC, que ses qualités pourraient le monter très très haut.
immense mea culpa. Il m'a fait mentir et j'espère qu'il continuera à me faire mentir jusqu'au bout. Ouais, mais Parce après, que c'est un travailleur, c'est un bien besogneux, sûr, il a bien sûr, progressé. c'est génial. Son parcours, je le trouve fabuleux. Et puis, tu sais, et c'est bien, c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, t'as pas de mea culpa à faire, en fait. Tu vois je vois ce que tu veux dire. T'as pas insulté Nassourdine. Non, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? On a le droit aussi. Mea culpa en mode, je me suis trompé. Tu t'es trompé. Sur cette analyse-là, je me suis trompé. Mais on va se tromper encore millions de fois. Oh oui, et c'est ça qui est génial avec ces sports, tu vois, plutôt que de regarder 11. Tu regardes ton match de foot. Non, mais tu vois, mais il n'y a pas meilleur sentiment que ça. Les upsets, les trucs, les mecs qui finalement, il est super fort. Mais je préfère ça qu'avoir un truc hyper linéaire, tu vois, où tu dis, lui, je pense qu'il est fort. Et effectivement, il est fort. Lui, je pense qu'il est pas bon. Effectivement, il est pas bon. Au final, non, il y a des mecs qui arrivent par la force de leur travail à passer un cap, un deuxième, puis un troisième, et à se hisser au top mondial. Et tant mieux, on en veut encore plein d'autres Français qui fassent ça. Bon, je sais que t'aimes pas ça, Baba, mais pour les gros combats, tu sais que c'est incontournable pour les gros rendez-vous. Je te les évite pour les autres maintenant, tu vois, je te fais plaisir. Mais celui-là, on peut pas passer à côté. Pronostic, bien sûr. Samedi, Riyad, Arabie Saoudite. Israël Adesanya, puisqu'il est le mieux classé, je le mets en premier. Respectons toujours l'icône du combat contre Nassourdine Imavov. Qui l'emporte? Ouais, non, je vais juste dire avant ça que, certes, j'aime pas faire le pronostic, mais j'aime tout ce qu'on a fait pendant 50 minutes avant. C'est ça qui est le plus important pour moi. C'est le chemin, et même tous ceux qui jouent à ça et tout, faites vos pronostics. Tant que derrière, tu fais tout le cheminement analytique, c'est ça le plus important, et c'est ce qu'il faut retenir le plus possible. Ceci étant dit, et moi je sais pas pronostiquer autrement que 50% ma tête, 50% mon cœur, donc go Nassour et victoire de Nassourdine au point. Par décision. Moi, je donne mon pronostic Nassour aussi. J'y crois. Depuis le début, tu le sais, quand ils ont annoncé ce combat, je t'ai dit, je pense qu'il peut le faire. Ouais. Pour aussi toutes les raisons que tu as dit. Je pense qu'il peut il est capable de mettre ces combinaisons, cette pression qui vont faire que. Qui peut faire lâcher en fait un Adesanya à terme, à force. Ce sera pas au premier round, mais c'est quelqu'un, voilà, il a les armes pour le faire, et j'y crois fort, et j'espère qu'on l'aura enfin, cet homme à l'UFC qui bat un ancien champion et qui s'installe dans cette conversation pour le titre aussi chez ses moins de 84. Yes. On dit un petit mot sur Fares, ouais. Parce que quand même, il faut pas l'oublier sur la carte. Fares Ziam, 4 victoires de suite à l'UFC. On se souvient, on l'a laissé sur ce chaos tonitruant. Zormat Frévola, c'était à l'UFC Paris, il est venu nous le raconter derrière sur le plateau du RMC Fighter Club. Vous pouvez toujours le retrouver sur YouTube, cet épisode. Et il affronte cette fois l'Américain Mike Davis, qui est aussi sur 4 victoires de suite, mais avec une activité, c'est sur une plus longue période, parce qu'il n'a pas eu une grosse activité ces derniers temps. Déjà, c'est un super combat. Pour le coup. Il nous propose vraiment un vrai bon match-up de gars qui montent là. C'est pas facile le parcours de Fares. Il l'aide pas en facilité. Mais alors, pour le spectateur, je pense que Ziam Davis, sur cette carte-là, c'est un des meilleurs combats pour moi. Clairement. Et le public ne s'y trompe pas, un public international. Moi, je vois plein de gens qui sont hypés pour ce combat-là, et à juste titre, puisque Fares, il reste sur sa super performance, mais pas que sur sa super performance, sur sa progression réellement palpable. On le voit maintenant à quel point il progresse, à quel point il devient bon. Et on a Mike Davis qui même s'il est moins régulier, moins actif en tout cas, est un très très bon combattant. Je pense que c'est un peu bizarre de dire ça, mais l'UFC récompense presque Fares en faisant ça, parce qu'on lui donne pas juste un gars, encore une fois un mec qui est en train de monter. Non, on lui donne un mec qui s'est fait un petit nom. Intéressant quand même, Baba, parce que dans le débrief de l'UFC Paris, quand on lui parle, on lui dit, nous après une perf comme ça, Matt Frévola qui était top 15 il y a pas longtemps, c'est pas illogique de te donner la fin du top 15. C'est pas le cas. Il lui donne plutôt un adversaire, c'est pas plutôt, un adversaire qui est en dehors de ce top 15 et qui est pas facile, qui peut être vu comme une sorte de Bourbier, pas Bourbier parce que Fares a aussi les armes pour lui répondre. Mais voilà, c'est pas facile. Donc tu le vois plus comme une récompense, toi, plutôt que. Écoute, en tout cas, quand j'ai vu le match-up, je t'avoue, Baba, je me suis dit. Ils sont vraiment durs avec lui. Non, comme ils sont durs. D'ailleurs. Ils sont très durs, mais en même temps, on te donne des gars, on te donne un gars qui a quand même un nom et une hype aux States, tu vois. On te donne pas juste un gars c'est vrai. entre guillemets lambda, un autre mec qui est en dehors du top 15, qui a pas spécialement, qui va pas faire grand chose pour toi. Si Fares bat Mike Davis, c'est trop compliqué de lui disputer le fait d'entrer dans le top 15 à Fares, tu vois. Il sera à 5-0. Là, on est d'accord, on lui refuse pas. Là, tu dis, ok, t'as battu un mec. 5 de suite chez les moins de 70. Tous les analystes, l'UFC pensent du bien de Mike Davis. Tu bats un mec comme ça, tu rentres dans le top 15. Donc, pour moi, c'est presque comme s'ils lui avaient vraiment donné un top 15. C'est quasiment la même chose. Cas, ils lui ont donné la porte d'entrée. C'est ça, ils lui ont donné un top 15 en dehors du top 15. Par contre, j'annonce, il bat Mike Davis et il y est toujours pas. On va commencer à gueuler. Là, il faudra arrêter de déconner quand même. Non, parce que ça mérite. Mais, ou alors, on peut le voir aussi
on peut le voir comme allant bien avec la progression de Fares. On en a parlé tous les deux à souvent dire, moi j'adore sa progression là, qui est pas à pas. Ça va avec lui, il reste dans l'ombre, tu vois, on n'en parle pas beaucoup, mais il progresse combat après combat, il améliore son arsenal. Et en fait, j'ai l'impression que ça lui va bien. C'est-à-dire que de prendre ce temps pour arriver au top 15, on en a vu des combattants hyper propulsés parce qu'ils sont spectaculaires et en 2 victoires, on les accélère beaucoup. C'est malheureux, mais on peut penser à Benoît. C'est la vérité. Un step trop haut avec Poirier, trop vite. Factuellement, aujourd'hui, une fois qu'il est rentré, il est arrivé dans le très haut du top. Benoît, il a perdu 2 fois d'affilée. Donc, c'est pas juger le personnage, c'est simplement dire. C'est allé trop vite, trop. Tu vois, il y a eu quelques steps qu'on manquait dans cette progression-là. Donc là, Fares, il y a tous les steps. Et j'ai l'impression que quand il va arriver, s'il passe cette étape-là, quand il va arriver top 15, on aura un Fares, qui aura de l'assurance, de la confiance, qui aura vu différents types de combattants, qui aura été dans différentes situations et qui sera prêt à aller dans ces énormes combats. Pour moi, c'est ça. Il a une progression différente de certains autres qui sont plus explosifs, plus météoriques. Lui, ça va à son rythme à lui, mais en tout cas, à chaque fois, là, il est en train de montrer quelque chose de mieux. On retient le KO contre Frevola, mais il faut retenir, il l'a dominé complètement. Il l'a dominé complètement de la tête et des épaules. Il l'a touché plusieurs fois. C'est clair, parce que le KO, il est spectaculaire, mais il vient mettre une touche à une performance qui était déjà superbe. Donc ouais, moi, je suis content que ça se passe comme ça pour Fares. Et ouais, je pense que s'il bat Mike Davis, il a déjà du respect sur son nom, mais on aura beaucoup de respect des matchmakers, je suis sûr. Sur le reste de la carte, c'est un petit clin d'œil pour le coup pour Fares, il revient au Moyen-Orient où il a débuté à l'UFC, UFC 242 avec Khabib en main event. C'était ses débuts en 2019, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu as autre chose qui t'intéresse beaucoup sur la carte ? Je pense notamment au co-main pour le coup. Est-ce qui t'intéresse ? Ouais, bah écoute, c'est Chara donc contre MVP. Contre MVP. Ouais, écoute, je vais pas te mentir, MVP. Vous l'avez présenté dans le Fighter Sunday comme un combat, ils l'ont présenté comme un combat de jeu vidéo avec l'imitation un peu la vidéo Street elle est Fighter. cool. Je vois un peu ce qu'ils ont fait. En effet, vu les deux combattants, il y a un peu de ça. Il est intriguant quand même ce combat. Le combat il est intriguant, mais moi MVP il me fait toujours peur. Stylistiquement parlant, il me fait toujours peur dans le sens où il y a plus de chances que ce soit un combat chiant que ce soit un combat spectaculaire avec MVP. Ça, c'est factuel. Faut regarder sa carrière, vous le verrez bien. Donc, je vais rentrer dedans, Baba. Ouais. Au niveau côté spectaculaire, c'est un des mecs les plus surcotés depuis longtemps. Ah, mais bien sûr. La façon dont le public le voit par rapport à ses vrais combats, des fois, wow. Ah bon. Tu sais, surcoté, je dis toujours que c'est pas le problème de la personne que tu surcotes, le problème, c'est toi. C'est ce que je dis toujours. C'est pas le problème lui, c'est pas lui qui a demandé à être surcoté en fait le mec. C'est les gens qui mettent les mecs beaucoup plus haut que ce qu'ils devraient. Mais je fais une exception avec lui. Et c'est pas, c'est un super mec en plus. Donc je suis pas en train d'attaquer encore une fois la personne. Simplement, sa carrière Bellator, je l'ai suivi j'ai tout suivi. Et il y a eu beaucoup d'adversaires qui n'était pas bon, tout simplement. Donc le fait qu'il arrive à l'UFC tard, moi je respecte. Il a fait contre Hollande une meilleure performance que ce que j'aurais cru, très clairement. Donc voilà, là il est là contre un adversaire qui est compliqué. Mais pour moi, tout repose sur les épaules de Magomedov, sur ce combat-là. Et vraiment, pour le coup, Magomedov, même s'il a eu une très très belle victoire contre Petrosyan, il devra nous montrer qu'il est capable de passer un adversaire comme MVP, je vais pas dire facilement, mais de façon convaincante. En tout cas, c'est une belle porte d'entrée aussi, pour le coup, pour les gros combats derrière pour lui, pour Chara, s'il passe cette étape-là. Exactement. Quelqu'un qu'on attend beaucoup aussi. Voilà. Donc, et puis respect quand même MVP parce qu'il monte de KT pour le coup. Non, t'as raison. Mais tu vois, comme quoi, la perception du public dans ce sport, elle est toujours bizarre. Parce complètement. Que un ou deux highlights sur des KO. Ah, il a des beaux highlights. Un petit Pokémon que tu lances dans la cage, des choses comme ça, et tu deviens beaucoup plus une star que ton vrai niveau devrait t'accorder. Toujours recontextualiser qui était l'adversaire et quand, quoi, etc. On les connaît, il n'y a pas que lui pour le coup qui a eu ça dans l'histoire du MMA et des sports de combat globalement. Un petit mot juste pour finir, mais je voulais l'ouvrir à ça parce qu'on dit souvent il y a beaucoup de talent en dehors de l'UFC, il faut aller voir les combats qui sont en dehors de l'UFC, mais je crois que ce week-end on a vraiment eu la preuve tangible que parfois les meilleurs combats se font pas toujours à l'UFC. Je parle d'Ousmane Nurmagomedov contre Paul Hughes. J'ai pas encore pu le voir entier, j'ai vu des highlights, je te le disais en off, donc tu me connais toujours. On est honnête au Fighter Club, par contre je sais que toi tu l'as vu. Je l'ai vu, C'était un régal absolu. De ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu en highlight, moi, magnifique combat. PFL, magnifique combat. Je savais que Paul Hughes était fort. Je savais qu'il était capable au Bellator. C'était sur Bellator. C'était la dernière. Je savais qu'il était capable de faire une belle performance, mais il a été au-delà de ce que je pensais. Il a vraiment
donné beaucoup de difficultés à Nurmagomedov. Il n'est pas passé loin de gagner d'ailleurs. Après, bon, il y a encore les messages habituels de vol et tout. Donc bon, moi je vais pas me répéter. C'était un combat très serré. Je pense que la bonne personne a gagné, mais ça a été très serré. Nurmagomedov, il commence à dire que Hughes faut qu'il prouve je sais pas quoi pour pouvoir. Non, il faut une revanche immédiate parce que le combat mérite une revanche immédiate, tout simplement. De ce que j'ai compris et vu comme c'est chaud dans les façons dont les gens ont jugé le combat, je crois qu'il faut une revanche. Non, il faut une revanche. Ouais. En tout cas, c'est intéressant. Moi, je trouve que ce combat aussi, et on finit là-dessus, mais il pointe un truc, c'est que dans cette catégorie, les moins de 70, qui est la plus dense à l'UFC, c'est là où il y a le plus de combattants, où tu as beaucoup de grands noms, des stars, les Poirier, les Gaethje, les Chandler, qui sont des noms, hein, des grands noms à l'UFC, Oliveira, Makhachev, tout ça. Il y a beaucoup de talent à l'extérieur, en fait. Bien sûr. Et à l'UFC, elle est très vieillissante. C'est beaucoup de noms, de grands noms et de grands combattants qu'on respecte pour ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait dans leur carrière et ce qu'ils sont toujours capables de faire dans une cage. Mais le talent en dessous de 27-28 ans, dans cette caté, il est à l'extérieur. Et les Keita, les Parnasse, on en aurait beaucoup d'autres à citer. Il y a du talent incroyable. Et pour le coup, moi, si j'ai un message à l'UFC, allez regarder ailleurs là. Parce que dans cette caté-là, dans 3-4 ans, quand tous ces stars vieillissantes seront vraiment sur le déclin, voire à la retraite, c'est ces mecs-là qu'il faut aller choper. C'est eux qui feront l'avenir de cette division-là. Même pas. Je jetais un œil il n'y a pas longtemps au top 10. Je crois que dans le top 10, tu dois avoir 7 combattants à 35 ans ou plus. C'est ça. Ouais. Quelque chose comme ça. Moi, je pars du principe que la majorité va perdre son statut en 2025. Donc à partir de là, si t'as personne pour les remplacer, et en plus ceux que tu leur as donnés, ils les ont mangés un peu, donc c'est un petit peu difficile mentalement pour eux, mais ouais, là il faut reconstruire quelque chose, il te faut reconstruire un hors top 15 entre guillemets, qui soit super fort, et ensuite faire rentrer les mecs petit à petit et opérer le remplacement, et il y a beaucoup de gars, et s'ils les prennent pas, ils se mordront les doigts, clairement. Parce que c'est intéressant cette division, parce que je trouve qu'elle est très symbolique de ça, pour le coup, beaucoup plus que d'autres. C'est aussi une chose, s'ils se réveillent pas, dans quelques années, il y aura des divisions à moins de 70 à l'extérieur, bien meilleures que c'est pour ça, c'est aussi un message pour le reste de la France, qui a jugé assez durement Saladin pour le fait de pas aller à l'UFC tout de suite, mais il est pas tout seul, il y en a plein comme lui qui ont fait le choix de pas y aller tout de suite. Et ce choix leur donne raison actuellement, à eux tous. Donc soyez patients les gars. Je pense qu'ils arriveront bientôt. En tout cas, rendez-vous samedi dans l'après-midi, plutôt fin d'après-midi, sur la chaîne Twitch RMC Sport, puis sur la chaîne RMC Sport 1 pour suivre cet immense choc. Nassourdine Imavov qui fera face à la légende Israël Adesanya pour s'ouvrir les portes du titre des moins de 84 kilos. Faresiam face à Mike Davis pour s'ouvrir les portes du top 15 avant une grosse soirée hexagone. On va se régaler samedi, Baba, ça c'est évident. Génial. Et on sera là aussi pour débriefer tout ça. Et on l'espère débriefer la belle victoire de Nassourdine et qu'on pourra se régaler à vous évoquer l'avenir, la suite et à analyser ce combat. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. À très vite pour un nouveau numéro du Fighter Club. Merci mon Baba. Salut Merci Alex, à tous et ciao. RMC Fighters Club.